Et bien voilà, cette fois ça y est, petit souci technique pour commencer, mais nous pouvons y aller. Il est 18h35, bonsoir à tous, bienvenue à cette dégustation des grands vins Colruyt. Une nouvelle session en live sur Internet à suivre. Je vous invite toutes et tous, si vous le souhaitez, premièrement à partager votre vidéo, de sorte que l'interaction avec les personnes présentes ici soit plus conviviale, qu'on puisse voir un petit peu vos réactions suite à la dégustation, aux conseils, aux avis et aux explications de nos experts présents ce soir. Vous avez donc la possibilité de cliquer sur l'option panéliste sur le Meeting Zoom pour avoir donc cette option et rendre votre caméra visible. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité d'interagir avec nous, avec moi, avec les deux experts qui m'accompagnent ce soir, en posant des questions via le chat de cette session Zoom. Je ferai un maximum pour rendre cette session au maximum donc interactive et faire en sorte que vos questions, vos idées puissent être partagées et avec les personnes présentes pour cette session de dégustation et avec donc nos deux invités. Je vais tout de suite donc entamer donc le vif du sujet. Rentrons directement dans cette dégustation. Je suis accompagné ce soir de Jean-Christophe. Jean-Christophe est notre consultant en vin. Vous l'aurez certainement déjà vu si vous avez assisté à l'une ou l'autre dégustation. Et également, à côté de lui, nous avons Johan, qui est acheteur vin chez Colruyt depuis de très nombreuses années. Donc Jean-Christophe et Johan sont tous les deux de très grands experts du domaine du vin de manière générale. Experts ou amateurs, voilà. Mais ils sauront certainement rendre cette soirée très agréable en nous donnant l'une ou l'autre explication et en vous présentant donc les 3 vins qui sont à déguster ce soir. Je vais passer la parole à Jean-Christophe pour introduire donc cette soirée. Oui, merci Germain pour l'introduction. Peut-être un petit cadre autour de cette dégustation, 1 heure, peut-être un peu plus, mais 1 heure de dégustation dans le cadre de la sortie du catalogue, Johan, qui est arrivé sur le marché la semaine dernière. Donc on est comme la Redoute, on fait deux éditions par an, printemps-été. On est sur la version printemps-été ici, le catalogue que vous connaissez bien et voilà, qui est gorgé de nouveautés dont on espère pouvoir profiter ce soir de certaines découvertes. L'objectif est vraiment de découvrir, je pense, Johan. Oui, c'est ça. Il y a toujours des nouveautés qu'on n'a jamais dégustées, donc c'est toujours bien de le faire maintenant ensemble avec nous. Donc, voilà. Ça, bien. Et donc, j'allais dire, profitez aussi de ces 3 semaines de promotion pour effectivement renchérir votre cave, faire vos emplettes. Et puis, je vous souhaite bien sûr la bienvenue à tout le monde, dont certaines personnes que je peux reconnaître. Un petit coucou à Marc et Françoise et à Anne et ma sœur, que je reconnais là. Voilà, j'espère que le plus gros défi, ça va être de tenir 1 heure, parce que moi, en général, pour ceux qui me connaissent, j'ai besoin d'1 heure pour introduire le sujet au niveau de la théorie. On commence en général à déguster après 1 heure. Tu vois, et ici, ça va te dire, oula, il va falloir quand même pas trop traîner. Effectivement, dans la dégustation, on va commencer par un cava. Par des bulles. Par des bulles, ouais, c'est ça, un cava espagnol qui est en culture biologique pour l'apéro. Un brut nature aussi, donc ouais. C'est important, donc qu'il n'y a pas beaucoup de sucre ajouté. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur les cépages catalans? Les cépages, c'est pas traditionnel. Donc, normalement, on parle pour le cava, on a le Xarel·lo, Parellada et le Macabeo. Celui-ci, c'est sans Parellada, mais avec un peu de Chardonnay dedans, qui donne un peu plus de rondeur, de puissance dans ce vin. Ouais. Aussi un peu style crémeux, mais ça, on va découvrir pendant la dégustation. Ouais. Peut-être une petite information technique, je recadre par rapport à la dégustation, c'est que si à la maison, vous avez votre vin rouge qui est sorti et près d'une fenêtre ou près d'un radiateur, s'il vous plaît, laissez-le encore 1 demi-heure peut-être dans le frigo, en tout cas dans un endroit froid, parce que c'est un vin qui est assez corpulent, assez costaud. Donc j'anticipe pour, dans 1 demi-heure, avoir un vin rouge qui soit pas trop chaud, il titre 15,5 quand même. Et voilà, donc c'était une petite précision importante. Je referme la parenthèse, je rebondis sur ce que tu dis, Johan, par rapport au cépage. Et en fait, on remarque que depuis quelques années,
C'est déjà un bruit assez sympa. Ouais. On constate que depuis quelques années, en Catalogne, on plante de plus en plus de chardonnay et de pinot noir. Ouais. Voilà, au détriment des cépages locaux, même s'ils ont énormément de caractéristiques et de qualités intrinsèques, on sent bien que le chardonnay est apprécié, le pinot noir est apprécié, simplement parce que ce sont les cépages historiques de la Champagne aussi. Hein. Oui, le champagne, et on veut aussi que le chardonnay marche bien avec les autres cépages traditionnels là-bas. Donc, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir un mariage parfait, mais ici, le chardonnay avec le Xarel·lo et le Macabeo, ouais, ça fonctionne bien. Il y a un bel équilibre dessus, ça intégré bien. Donc, ça, c'est aussi toujours important, je trouve. Le cava a pris vraiment une grande importance maintenant, j'ai l'impression. Il a vraiment pris de l'ampleur, on va dire, dans nos régions. En Europe, c'est devenu vraiment quelque chose qui est tout aussi réputé qu'un champagne, je vais dire quasi, pour certaines références et certains domaines. Ouais. Alors, et surtout en Belgique, hein, parce que nous sommes vraiment des amateurs des bulles en général. Si on regardait toute l'Europe ou tout le monde, je pense qu'on est un peu avec l'Allemagne, le premier importeur de cava. Ouais. Donc ça, c'est important pour nous. Ouais. On aime des bulles. Je disais qu'effectivement, on est le deuxième importateur de cava derrière l'Allemagne, qui est un pays un peu plus consistant que le nôtre, et qu'on consomme en Belgique 2 fois plus de cava que de champagne. Bon, après, c'est un peu logique, puisque les tarifs ne sont pas identiques non plus. Mais on est vraiment un pays historique, et moi, je connais ça depuis 15 ans, en fait, plus ou moins, l'arrivée du cava, une bonne quinzaine d'années, et ça n'a pas arrêté de progresser. Au niveau des volumes de distribution, chez nous, on est sur un tempo qui est hallucinant, avec une variation très intéressante aussi. Et donc voilà, on a un produit qui n'est pas jeune, parce que le cava existe depuis quand même assez longtemps aussi, donc il n'y a pas l'antériorité du champagne, bien sûr, mais l'histoire veut que la légende provient de la maison Maspero, hein, donc qu'on distribue chez nous. Et le grand-père de Pere Ventura est un monsieur qui a beaucoup voyagé, et il était vigneron à l'époque, et on est au tournant du 19e siècle, hein, 1880, et il est allé en Champagne faire des stages pour essayer de comprendre la deuxième fermentation, de maîtriser la deuxième fermentation, et il aurait, hein, selon la légende, apporté la technique de deuxième fermentation en Espagne, où on était effectivement, en Catalogne en tout cas, très amateur de ce genre de produits, surtout pour les apéritifs, les débuts de repas, etc. Mais si on comparait avec la France, si on regardait à Limoux, qui est aussi bien connu pour la bulle, Limoux et Barcelone, c'est pas loin, c'est en distance. Donc, c'est vraiment une boisson idéale pour l'apéritif, en fait. C'est une boisson idéale pour l'apéritif. D'ailleurs, je propose que... Pour nous, parce que nous Belges, on prend toujours des bulles, hein, ou le cava pour l'apéro. Mais quand on était là, on visitait des bodegas. Il l'utilisait aussi avec des jolis repas ou avec des tapas ou avec des poissons, des choses comme ça. Ouais. Un petit mot donc sur le produit. Ce qui est original, il y a plus d'un titre, le produit. C'est pour ça qu'il est dans le catalogue Grand Vin, hein, c'est parce que ce produit a beaucoup d'originalité dans sa conception. La première notion, c'est une notion de culture biologique. Donc voilà, on est favorable ou pas, mais il se fait que des bulles biologiques, ça ne court pas non plus les rues en fait, au niveau des étagères dans les magasins. Donc la culture bio est quand même avantageuse par rapport à la biodiversité, au respect de la nature. Et bon, je pense qu'on ne peut, dans un contexte actuel, qu'applaudir ces vignerons qui travaillent en biologie. Et puis après, tu l'as dit, Johan, tout à l'heure, en introduction, c'est un réservat. C'est un réservat, oui. Ça veut dire qu'il reste sur lit un peu plus long que les autres. Normalement, un cava, c'est environ 9 mois. On peut parler d'un réservat à partir de 15 mois, hein, sur latte, hein, dans la cave. Et ici, c'est 20 mois. Donc, ça veut dire que les bulles sont très bien intégrées dans le vin. Et ça, c'est la raison qu'on a vraiment aussi des fines bulles. Ouais. On a un cordon de bulles qui est très élégant, très fin, assez dynamique. Et effectivement, on constate qu'au plus la deuxième fermentation et la prise de mousse est longue, au plus ces bulles s'affinent et le goût va aussi s'affiner avec le temps. Donc, on a un vin qui est biologique, qui est réservat. Et qui est millésimé. Donc, et qui porte un nom aussi. Qui porte un nom. Voilà. Mais aussi le millésimé, c'est important parce que ça veut dire que tout le raisin vient d'un millésime. Donc, autrement, il peut assembler plusieurs années ensemble pour avoir toujours le même goût.
Mais ici, il dit, oh, c'est magnifique, c'est pas chaque année qu'il le fait, mais ici, pour ce vin, et c'est un 2018, c'est génial. Ouais. Et puis, dernière particularité du produit avant de le goûter et de confirmer toutes ces informations, c'est que c'est un brut nature. Et donc, les bruts nature, ce sont des vins qui sont non dosés ou très peu dosés à la mise en bouteille. Donc, on est en dessous de 3 grammes par litre. Voilà, ça n'apporte qu'une dimension encore plus qualitative et encore plus originale dans le produit. Et les bruts nature, on le vend en poupe, voilà, parce qu'on sait que les régimes sans sucre, les excès de sucre qu'on peut avoir dans l'alimentation au quotidien, autant les éviter. Et voilà, on a un produit qui, par la dégustation, peut-être confirmera tout le bien qu'on en pense, hein, Johan. Ouais. On va démarrer. Hein. On va démarrer. Santé à vous. Hein. Santé. Santé à tout le monde. Là, on a ces arômes typiques des cépages, des cépages catalans, ces arômes un petit peu sur le pamplemousse, un petit amertume Mais d'agrumes. aussi pomme, poire qui est bien présente. C'est aussi bien mûr vis-à-vis de cette brute nature que c'est sec. C'est sec, mais ça reste très agréable au palais, très fin, je trouve. L'attaque de bouche est très, très soyeuse, très moussante. Ça fait un peu un côté espuma comme ça. D'ailleurs, on ne s'étonne pas que dans l'étymologie française, quand on parle de crémant, c'est cet aspect crémeux qui est dicté par les fines bulles qui donne cette impression de crème et qui vraiment participe à la qualité du produit. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que c'est patiné, c'est mûr. Et Johan, tu as tout à fait raison, c'est bien mûr. Mais en même temps, cette jolie amertume, et ça, c'est ce que je voulais faire comme lien tout à l'heure par rapport à ce que tu disais, c'est cette amertume avec les tapas. Ça doit être un truc vraiment... Juste un petit belle pain, expérience de vie peu sur place. d'huile d'olive, peu de l'ail, peu de tomate. Et c'est la fête. Ouais, pour l'apéro. Mais aussi, pourquoi pas, avec un petit plateau fruits de mer ou des choses. Parce que l'acidité, la vivacité est là aussi. Donc, pourquoi pas. Des encornets à la plancha, tu vois, Germain, des trucs qui sont paf, coupés comme ça, nature, sur une petite planche avec un peu d'ail. C'est quelque chose qui devrait bien passer. Voilà un peu cette caractéristique typique du cava, tout le bien qu'on peut en penser, parce que quand on considère les tarifs qui sont appliqués aujourd'hui sur les cavas versus ce qu'on trouve dans les vins français haut de gamme, vous aurez compris, champagne en l'occurrence, on se rend compte qu'ici, il y a autant de travail qui est effectué en amont, une technique qui est tout à fait maîtrisée par rapport à la prise de mousse et la mise en bouteille, mais des produits qui, rapport qualité-prix, c'est indubitable, c'est très intéressant, quoi. Je vais aborder le sujet, on est vraiment sur quelque chose qui est abordable, de très bonne qualité, et donc on est vraiment... je ne vais pas dire sur un concurrent de champagne, parce que ce n'est pas du tout le même produit, mais on a vraiment un produit très agréable comme apéritif, un produit un peu festif, ou même, comme tu l'as dit, pour accompagner un plat d'été, un plat de soleil. Pourquoi pas, très bonne alternative en tout cas. Ouais. Et puis une dernière chose, ce qui me semble être aussi particulièrement intéressant, il faut savoir que le marché du cava est dominé par 3 ou 4 grandes maisons. On en connaît quelques-unes, vous aussi à la maison, Freixenet, Cordonniou. Et ici, on a affaire à une maison familiale. Oui. C'est pas grande surface qu'il a, donc ils sont vraiment dans la cœur du vigne dans Penedes. Donc, je pense qu'on a quelques photos à montrer d'ailleurs, si on peut les montrer, ce serait... Ils sont en train de les diffuser, on les voit actuellement. Ah oui, d'accord, voilà. C'est la famille propriétaire des vignes qui gère son vignoble de A à Z. Hein. On est dans une situation de vigneron récoltant qui gère son produit de A à Z. Ça travaille en vigne, ce sont des viticulteurs, et puis après, ce sont aussi des manipulateurs et des metteurs en bouteille. Donc ils maîtrisent toute la chaîne de production, et ce qui permet aussi de garantir un certain niveau de qualité et de maîtrise. Et les vendeurs, parce que ça c'est aussi important. Hein. Eh oui, ils sont aussi vendeurs, ouais. Après, on n'a pas situé Cava sur une carte, Johan, mais... Voilà, on sait que la plupart des gens savent qu'on est en Catalogne pour la plupart de la production. Hein. Côté à gauche de Barcelone, donc dans le nord de l'Espagne. Ouais. Donc un peu plus au sud de Barcelone, dans l'arrière-pays. Et ça correspond plutôt à l'appellation Penedes. En fait, il faut savoir que Penedes est une DO,
dénomination d'origen, et que de plus en plus de vins issus de la DO sont orientés vers la production de bulles, alors qu'au départ, les Penedès produisaient des vins tranquilles, blancs, de très bonne qualité aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les Penedès blancs, pour ce qu'ils sont, avec cette caractéristique des cépages locaux. C'est plutôt une belle bouteille aussi. Il faut savoir qu'il y a certaines zones de production en Espagne, en dehors de la Catalogne, qui est aussi habilitée à produire des cavas. Hein, donc une partie de la Rioja, une partie de la Navarra aussi peut produire des magnifiques cavas. Ouais. On a la possibilité de retrouver chez nous ou ce n'est pas parmi notre assortiment pour l'instant? Alors c'est maîtrisé par ces grandes sociétés dont je parlais tout à l'heure. Donc l'approvisionnement se fait en général par les grosses sociétés de négoce qui vont s'approvisionner un peu dans la Rioja, un peu dans la Navarra. Et donc l'origine du produit n'est pas forcément stipulée sur les étiquettes. Okay, mais on sait que 80 ou 90% de la production provient des Penedès. Penedès et Catalogne. Ouais. Donc la Catalogne de manière générale. Voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions chez vous. J'espère que vous aurez apprécié aussi, à juste titre, ce produit qui est original à plus d'un titre. Et vous voyez, on en parle depuis 10 minutes, et puis la bulle y est toujours, quoi. Ouais. Alors, si à la maison, je vais donner un petit conseil un petit peu hors des sentiers battus, si à la maison, vous avez votre flûte, hein, donc même en général un verre plus allongé, si vous n'avez pas de bulle dans le fond, et que vous dites, tiens, c'est bizarre, il parle de cordon de bulle, moi j'ai rien du tout à la maison, soit c'est parce que vous avez nettoyé votre verre avec un détergent et que le rinçage n'est pas suffisant, ou n'est pas bon, soit, et là c'est la meilleure des solutions, vous prenez votre verre et vous faites, avec une pointe de couteau, une petite encoche dans le fond. Dans le fond, oui. Dans le fond du verre. Et, parce qu'en fait, les bulles ont besoin d'une aspérité, quelque part, sur la paroi du verre, à l'intérieur, pour pouvoir... Enfin, le CO2 a besoin de cette aspérité pour pouvoir prendre naissance et développer sa bulle. Voilà, c'est une petite astuce qu'on a C'est comme dans le verre de Duvel aussi. Hein. La bière, il y a le dé dedans. Hein. Ouais, ça y est, voilà. Ça y est. Voilà, on entend parler l'épicurien qui nous parle de la Duvel dans les grands vases, avec effectivement une petite croix pour avoir cette naissance de gaz carbonique au niveau de la base. Tout à fait. Ouais. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci pour ces agréables et intéressantes explications. Je propose alors peut-être qu'on passe au suivant directement, parce que le temps passe vite. Ouais. Et donc, le suivant, je vais laisser Johan nous faire donc le plaisir d'introduire ce vin. Une grande découverte. Hein. Donc, allez, aussi pour moi, c'est un vin suisse qui vient de Valais. Le Valais, c'est vraiment le sud de la Suisse. La frontière avec l'Italie et un peu le côté du France, le Jura. Et on était vraiment dans la plus haute vigne de l'Europe. Ouais, on est dans des altitudes de 1100 mètres. Donc ce sont des grandes terrasses qui sont là. Alors on voit la carte sur l'écran là, Johan, et voilà, on est dans la partie verte. Oui. Tout au sud de la Suisse, avec cette partie montagneuse, des Alpes notamment. Oui, on était pas loin du Matterhorn là-bas. Oui, alors pour les amateurs de ski, on est surtout pas loin de Grand Montana. Et on vit aussi, dans le côté vert, une petite bande de verte foncée. Ça, c'est la vallée du Rhône. Ça, c'est la vallée du Rhône. Oui, c'est le Rhône qui fait le Valais. Voilà, donc on voit très bien cette longue bande étalée d'est en ouest dans le milieu du Valais, qui est en fait les vignobles de la vallée du Rhône. Alors on sait qu'on est largement en amont de Lyon et donc de Crozes-Hermitage et de cette zone-là, mais on a affaire à une zone qui est effectivement très montagneuse, comme le disait Johan, avec des vignobles d'altitude, des sols qui sont très calcaires. Et moi, je me souviens y être allé il n'y a pas si longtemps que ça pour un concours. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, cette vallée qui est en hauteur, voilà, on voit la photo. Et on est sur une vallée qui est plus tendre et plus sage au niveau des reliefs que la région de Crozes-Hermitage, par exemple. Mais c'est assez impressionnant de voir aussi
à quel point il fait chaud l'été, parce que ça fait cette espèce de cuvette comme ça, et ça récupère la chaleur. On a des sols qui sont d'origine un peu calcaire, etc. Et c'est quand même assez impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant, mais c'est inconnu. Parce que il fait pas mal de bouteilles. Hein. Je pense qu'il fait en 2018 environ 130 millions de bouteilles. Le Valais en Suisse en général. Toute la Suisse. Ouais, mais le Valais est la région la plus principale. Mais il fait seulement 1% d'export. Donc il gardait le vin pour lui-même, la Suisse. Donc on ne vit pas beaucoup. De temps en temps, on vit un Vendan, hein, qu'on connaît tout le monde, allez, presque tout. Mais ici, c'est un Aïda. Hein, donc c'est le cépage savagnin ou Païs, Païn, hein, c'est un autre nom. Ou dans le côté du Tyrol, il dit aussi Weisstraminer pour ce région, oui, plusieurs noms. C'est environ en Valais 18% de savagnin. De plus en plus, ça revient, ce cépage. Et c'est typique pour cette région, parce qu'on le connaît dans le parti du France, un peu plus dans le Jura, mais ici, on était dans l'autre côté, dans la Suisse. À ta façon de le présenter, on sent que c'est vraiment un coup de cœur, en tout cas, ce vin. Oui, aussi pour moi, c'était une découverte. Donc, j'ai sélectionné ce vin, il passait dans une dégustation, et j'ai dit, oh, c'est quoi? Oh, c'est typique, c'est différent. C'est surprenant. C'est surprenant, oui. Et j'ai dit, OK, c'est quelque chose pour notre catalogue grand vin. Sauf que j'ai pas beaucoup de volume. Ben oui. Ouais, on a tout le monde une bouteille maintenant, donc ça c'est déjà bien. Ouais. On en revient à l'idée de départ, c'est que le catalogue est là pour offrir des découvertes, et des vraies découvertes, des choses qui sont originales. Et ici, l'originalité, elle se situe à plusieurs niveaux. C'est que ce Savagnin, avant de l'avoir goûté avec Johan, ah bon, le Savagnin en Suisse? Voilà, je n'étais pas trop au courant. Et puis en lisant un petit peu, on se rend compte que le Savagnin, effectivement, comme tu le disais, c'est le même cépage que le Traminer qu'on retrouve aussi dans le nord de l'Italie. C'est le même que le Savagnin qu'on retrouve donc dans le Jura, là où on fait, tu vois, les vins de paille et les vins jaunes. Ouais. Et puis c'est aussi le même, à quelques exceptions près, parce qu'il y a des mutations naturelles qui se passent à travers les siècles. Mais l'ADN est partagé avec le Gewürztraminer, évidemment. Mais il y a eu une mutation mixte, c'est-à-dire une mutation au niveau aromatique, puisque le Gewürztraminer est beaucoup plus aromatique que ses cousins, et aussi une mutation colorante, quoi, puisque quand le Gewürztraminer est mûr dans le vignoble, il a une coloration un peu rosée. Que ici, on est vraiment sur un cépage blanc. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport au Valais. La Suisse a toujours fait des choses un peu particulières, de par leur situation géographique. On voit par exemple qu'au niveau du lac de Neuchâtel et la région un peu plus au nord dans le Vaud, ils sont spécialisés sur le chasselas, hein, qui était très connu aussi parce qu'on en fait du fendant, hein, tu as déjà entendu parler aussi. Et le chasselas n'a pas d'autre endroit de prédilection que la Suisse quasiment. Et on retrouve ce Savagnin qu'on va goûter ici avec des particularités qui sont excessivement typées. Et aussi quelque chose de typique, où, pour moi, c'est en 2015. C'est surprenant aussi. Parce que dans le début, je dis, oh, c'est un vieux vin. Mais après la dégustation, on dit, oh, maintenant il est en équilibre, il est joli. Tout fonctionne bien, tout est au même niveau. Les épices, les fruits, le floral, la fraîcheur, la puissance, le rondeur, tout est dans une jolie ligne. Ouais. C'est incroyable. On n'a pas l'habitude de boire des vins comme ça qui sont un peu plus vieillis. Oui, voilà, ça, c'est des vins qu'on a osé, que Johan a osé prendre en assortiment, alors qu'il avait déjà 5-6 ans de bouteille. C'est un risque aussi par rapport aux consommateurs. On se dit, oh là, attends, un vin blanc sec qui a cet âge-là, ça veut dire que voilà, la vente se passe pas bien. Non, non, au contraire, on a osé prendre le risque de le faire, et j'espère que ce sera parce que justement, il avait cette qualité. Ouais. Et pour parler du vin au niveau de sa réalisation, hein, de sa production. On a un vin qui a été récolté, donc, comme Johan le disait, sur des altitudes élevées. On est à 1100 mètres d'altitude. Bon, après, il y a quelques guéguerres de clochers qui disent oui, non, mais c'est le Alto Adige qui travaille avec les vignes plus hautes. Oui, non. Attention, à Tenerife, il y en a à 1300 mètres. Enfin, bon, bref, on s'en fout, c'est pas très important. Mais l'important, c'est qu'on a affaire à un vignoble de montagne qui donne effectivement beaucoup de fraîcheur parce que les nuits sont froides. Donc, ça permet de tirer des processus
de maturité sur la longueur et d'avoir aussi beaucoup de matière parce que les rendements sont faibles. Enfin bon, on va en profiter parce qu'on fait saliver tout le monde, mais on goûte pas. Il y a un moment, il va falloir passer la dégustation. Mais arrêtez-vous à la maison, arrêtez-vous sur le nez. La couleur, on voit qu'elle a un petit peu d'évolution. On est sur un jaune doré, c'est normal. Mais le nez, il est parfum, magique. Oui, ou magique, oui. Il y a un peu de tout. Hein. Pour moi aussi, quand je pense en Suisse, vous avez le bonbon de rucola. Ici, c'est floral, épice. Un peu de vanille, citronné. Oui, un côté miel d'été, miel de printemps, miel de fleurs, qui vient s'ajouter aussi. J'avais ce midi, quand on l'a goûté, une petite pointe de curry. De curry ou de safran. Enfin, alors, on est dans cette logique un peu tramineur quand même, hein, où on retrouve des arômes qui sont originaux, vraiment très originaux. Alors le vin est élevé il est vinifié en barrique. Et puis dans la fiche technique, j'ai effectivement constaté aussi que, comme souvent pour les vins qui ont de la tenue, il y a un élevage sur lit qui est appliqué pendant 8 mois dans des foudres de 1500 à 2500 litres. Ouais. Voilà. Et l'élevage sur lit, comme on fait dans le muscadet sur lit, eh bien, la lie a pour objectif d'amener du volume, d'amener du gras, d'amener de la texture. Et voilà, tout ça, on le retrouve dans ce vin-là. Et c'est un joli nez, hein, quand même, hein, Johan. C'est un joli nez. Mais aussi en bouche, allez, moi je trouve il démarrait bien, soyeux, mais après vous avez une telle puissance, fraîcheur qui revient, qui donne vraiment un push. Ce nez de bonbons comme ça te donne vraiment envie de croquer ton verre à la limite comme ça. On a quelque chose de très très agréable en bouche. C'est une caresse au palais. Et quand je parlais tout à l'heure de petit rendement, on ressent ce petit rendement parce qu'il y a de la densité en bouche. C'est grassouillet, ça colle au palais, c'est rond. C'est une rondeur, quoi. Alors que, ouais, on est sur des altitudes élevées, on se dit, mais non, c'est un vin qui vient du Languedoc-Roussillon, c'est pas possible. Eh bien non. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire avec comme apéro, avec un bon repas? Moi, je pense à quelque chose de volaille, avec une sauce en crème et avec des champignons ou des morilles. Ouais, voilà, en fait... Ou des fruits. Ou des fruits de mer. Des fruits de mer, oui. Ouais. Un peu plus gras, un peu le côté. Alors, pour des moules, ce serait plutôt bien déjà. Alors, il faut que ce soit des moules royales parce que on a affaire à un vin qui, quand même, je trouve assez gastronomique. Hein, on est d'accord là-dessus. C'est gastronomique. Et puis après, je faisais la réflexion tout à l'heure. Moi, je trouve ça intéressant si vous sortez un foie gras. Pourquoi pas? Moi, je trouve que les épices qu'on a en bouche, le côté un peu salin, un foie gras poêlé, voilà, ou au torchon, mais de manière très 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 élégante, c'est un produit qui pourrait le faire, je pense. Avec le fromage. Oui. Ouais. Pour le foie gras, c'est vrai que les gens qui apprécient pas forcément le côté liquoreux de certains vins qu'on conseille tous très souvent avec le foie gras, on a une belle alternative, fleurie, ronde, agréable, mais on n'a pas ce côté vraiment sucré de certains vins liquoreux qui sont, je vais dire, un petit peu devenus une habitude quand on mange du foie gras. Ouais. Très belle découverte. Et des fromages. Je pense ici à vieux comté, tu as toujours un peu en arrière-bouche quand tu manges une pièce de comté mûr, un côté salé. Et je pense, fais ça avec ce vin, que c'est vraiment une explosion des arômes. Ouais. Moi, je goûte ça et je ne peux pas en vouloir aux Suisses de garder leur vin chez eux parce que c'est quand même, on est privilégié, là, on a la chance de pouvoir goûter un vin comme ça, qui est en plus un satellite, un truc, un ovni, quoi. C'est un objet viticole non identifié, c'est-à-dire qu'à l'aveugle, vous sortez ça, il n'y a personne qui va savoir imaginer d'où ça vient, de quel cépage ça provient, c'est vraiment une bouteille mystère. Et pour moi, le charme de ce vin-là, c'est de se laisser complètement découvrir de A à Z, quoi. Il s'ouvre parfaitement, il est à boire. Moi, j'attendrai plus pour le boire parce que voilà, il a fait sa maturité, mais il a sa consistance. Je pense qu'il a encore le temps d'être 2 ou 3 ans, aucun problème. Ouais, dans des bonnes conditions que de ça cave, va évoluer encore un peu, mais dans la bonne direction. Ouais. Et c'est marrant parce que Johan, tu disais tout à l'heure, ouais, avec une poularde, avec des champignons, et puis l'accord par excellence qu'on fait dans le Jura avec le Savagnin, c'est le poulet
le poulet de Bresse, Bresse, au ouais. Maury, quoi. Au Maury. Et on Ouais, est dans c'est une ça. même acceptation, la preuve que voilà, les choses se recoupent, on se retrouve dans une même logique par rapport au cépage. Oui, la Suisse qui a pensé à ça. Donc, Et alors le Valais, alors ça reste l'exception culturelle valaisanne, c'est-à-dire que ce cépage, aujourd'hui en Suisse, il doit y avoir 150 hectares consacrés aux Savagniens. Sur les 150 hectares, il y en a 140 dans le Valais. Et le Valais a redécouvert ce cépage et en fera probablement son porte-drapeau à l'avenir, parce que en l'an 2000, on parlait de 20 hectares ou 20 hectares de vignes. Et bien aujourd'hui, on est à 140, donc le vignoble a fait x7 en 20 ans. La preuve que le cépage est bien adapté, que les vignerons ont accepté comme le leur, et que derrière, au niveau commercialisation, ben, vous voyez que voilà, ça a du sens. et ça reste quelque chose de typique aussi, parce que ça doit être pas tout Chardonnay ou Sauvignon ou des autres. Donc, Quand on entend Valais, on pense toujours fendant du Valais, comme tu me le disais tout à l'heure. Et ici, on a vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et on ne s'y attend pas du tout, en fait. Non, vraiment pas. Très bien. Est-ce qu'au niveau du climat, de ce côté-là, il y a des choses supplémentaires à dire? Est-ce qu'on est sur vraiment un climat d'altitude, comme vous l'avez dit? l'altitude, mais le Rhône est là et il y a aussi des chaleurs qui viennent du sud, qui donnent un climat un peu méditerranéen à ce moment. On a vraiment ce contraste montagnard très froid de nuit et le climat méditerranéen, la chaleur du sud qui fait qu'on obtient Qui vraiment vient un de produit l'Italie, de qualité. qui prend le soleil avec. Ouais. On dit souvent dans le milieu du vin que les meilleurs vins sont produits dans les zones climatiques froides, enfin dans la partie chaude des zones climatiques froides, ou inversement. Et voilà, ça c'est un beau cas de figure. On est dans une zone climatique froide, parce que c'est comme la montagne, la Suisse, mais que voilà, on a un effet chaleur, fun comme ça, de vent chaud, qui va en fait pouvoir amener cette maturité dans les raisins, mais de manière très lente, quoi. Et donc les vignerons vous diront sur place, et partout dans le monde, 90% de la qualité se fait dans la vigne. Si vous avez des terroirs de qualité et que vous avez trouvé le cépage qui convient à ce terroir-là, les choses sont gagnées, quoi. Et voilà, on est, je pense, sur quelque chose qui est une redécouverte et qui, à mon avis, va faire parler de lui dans les années à venir. Un cépage, une vigne adaptée vraiment à son environnement. Tout à fait, ouais. Très bien. Ouais. Qui n'est pas suisse au départ. Ouais. Voilà. En effet. En termes de prix, On était aujourd'hui à 13,59, donc ça va, hein, donc. quelque chose de tout à fait abordable. Ouais, Oui, je bien trouve sûr. aussi. Surtout pour une découverte, comme ça. Pour la gastronomie que ça apporte et le plaisir et l'originalité que ça apporte, c'est une belle quille, quoi, comme on dit en France. Je vais le présenter aveugle à quelques amis pour leur réaction, donc je suis sûr C'est de une ça. bonne idée, ça. Pour voir un petit peu les réactions de l'un et de l'autre qui ne vont jamais s'attendre à trouver ce type de vin en dégustation à l'aveugle. Je ne sais pas s'il y a des réactions de la part de nos auditeurs, enfin de nos... L'une ou l'autre réaction, notamment super bon demande produit, si qualité j'apprécie. superbe. Je ok. pense que l'un et l'autre apprécient. Je n'ai pas encore vu beaucoup de messages passer, mais voilà. Je vous rappelle donc quand vous avez la possibilité donc de poser des questions ou d'intervenir, si vous souhaitez donner votre avis ou poser des questions à nos experts, des questions plus pointues, n'hésitez pas. Et Aïda, tu l'as dit tout à l'heure, les premières traces écrites d'Aïda, je reviens là-dessus parce que voilà, après on a un peu le temps pour déguster le rouge. Les premières traces écrites du terme Aïda remontent au XVIe siècle. C'est quand même incroyable, XVIe siècle, c'est quand même pas. Mais l'antériorité du Savagnin est bien sûr beaucoup plus grande. Et Aïda provient du suisse alémanique, Hauder, on dirait Hauder en néerlandais, pour dire que c'était un vieux cépage, quoi. Et donc en français, on l'a francisé sous le terme de païen, parce qu'en fait, il avait une antériorité par rapport à l'évangélisation. Donc c'était le cépage des païens, en fait. Et c'était parce que c'était une époque antérieure à l'évangélisation, et donc on a un produit qui a des racines vraiment très anciennes. Mais ce sont aussi les Romains qui démarraient avec le vin en Suisse, hein, donc partout un peu. Ouais.
Voilà. Top. Très bien. Mais je propose alors qu'on passe à notre troisième vin de la soirée. Ouais. Forcément quelque chose de tout à fait différent, bien entendu. On va Jean-Christophe, passer- oui. je te laisse l'introduire. Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire. C'est passionnant ce qui se passe dans cette région-là. On est donc en Toscane. La Toscane, tout le monde connaît parce qu'on y présente les Chianti depuis la nuit des temps, hein, aussi avec un historique assez incroyable. Mais quand on regarde la carte de Toscane, on se rend compte que, voilà, à l'écran vous avez la carte de la Toscane. Ok, qu'est-ce qu'on voit en Toscane? Qu'est-ce qu'on connaît en Toscane? Où se trouve le cœur des vignobles toscans? Du côté de Sienne et de Florence. Donc on est en arrière-pays, à une cinquantaine de kilomètres de la côte. Et donc depuis très longtemps, les cartes géographiques montraient les appellations toscanes comme étant celles qui sont effectivement comprises entre Florence et Sienne. Et puis les cartes ont évolué. Parce que les appellations ont évolué. Hein, donc le système d'appellation, les décrets d'appellation évoluent, changent avec le temps. Et l'histoire est magnifique parce que ça remonte au début du XXe siècle. On a entendu dire que la région maritime de la Toscane, qui à l'époque était réservée à des petits vins rosés, des petits vins de table blancs, avec franchement très peu d'intérêt, présentait quand même certaines similarités à la fois climatiques et à la fois pédologiques avec le Bordelais. Et donc très vite, des nobles, enfin des propriétaires terriens toscans, qui avaient fait leur fortune dans la viticulture ou autre, se sont prêtés à des essais. On parle dans les années 20 sur le Merlot, près de Livourne. Et puis après, ça a été repris dans les années 40 par le Marchese della Rocchetta, qui a planté du Cabernet Sauvignon en 1940, avec des premières bouteilles sorties en 1944. Et après, Émile Pénaud s'en est mêlé, Émile Pénaud, qui est le pape de l'œnologie moderne, qui a vécu dans les années 60 et qui était doyen de la faculté d'œnologie à Bordeaux, s'en est mêlé en disant oui, effectivement, le sol, la région, la climatologie, elle est très proche de ce qu'on trouve à Bordeaux. Allons-y, faites des essais, messieurs les Italiens, plantez Merlot Cabernet, parce que là, vous allez avoir des magnifiques résultats. Et est née la légende Sassicaia dans les années 60. Un vin qui est produit à 100% avec des cépages bordelais, alors qu'on est dans le royaume, je vous le rappelle, du Sangiovese, hein, qui est le cépage italien par excellence. Oui, et surtout de Toscane. Et de Toscane, en l'occurrence. Et donc, les Cabernets, les Merlots sont venus bousculer un petit peu l'ordre établi, pousser un peu le Sangiovese, se sont établis sur des terroirs apparemment très qualitatifs. Et Sassicaia, en l'espace d'une décennie, est devenu l'un des vins les plus iconiques d'Italie, vendu en tant que vin de table, hein, puisqu'il n'y avait pas d'appellation, à des prix exorbitants. Et aujourd'hui encore, c'est l'un des vins les plus chers d'Italie. Situé dans quelle région? La région du vin où on retrouve notre Baia Alvento. Cette appellation qui est née dans les années 80, avec un cahier de charges relativement étrange, où le Sangiovese et la Syrah, qui étaient déjà implantés évidemment, ne peuvent pas représenter plus de 50% d'un assemblage éventuel. Ne peuvent pas représenter plus que 50%. Ça veut dire que le reste de ce qui a été implanté, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, peuvent représenter, eux, la grande majorité, voire la totalité. Donc on peut faire un 100% Cabernet Sauvignon en appellation Bolgheri, mais on ne peut pas faire un 100% Sangiovese en appellation Bolgheri. C'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, ici, au niveau de l'assemblage, Johan, tu sais... Ici, on était à 60% de Merlot, Cabernet Franc et un peu de petit verre d'eau. Donc, ouais, c'est atypique pour Toscane. Le Bulgarie, ouais. Et vraiment, c'est vraiment à le côté du mer. Et donc, les vignes sont avec leurs pieds presque dans l'eau de mer. Donc, effectivement. On est allés tous les deux à des moments différents. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller au début de l'été. Et les vignes, c'est effectivement
ont vu sur la mer, quoi. Hein, donc, ont vu sur la mer. Et puis, vous avez encore cette ancienne présentation des vignobles où vous avez cette culture de promiscuité entre la vigne et les oliviers. Il y a des très vieux oliviers dans la région, forcément. Le terroir est resté tel quel. Ben, on voit ici aussi la photo qui montre un peu le sol, qui est plutôt caillouteux, alluvionnaire, un peu sablonneux aussi. Vraiment fantastique. Hein. Paysage fantastique, et puis avec un beaucoup de sous-sol qui ressemble un petit peu à celui du Médoc. Et tout à l'heure, Johan disait, oui, effectivement, on est sur la mer. Il faut savoir que la mer présente un avantage qui est exceptionnel, c'est celui d'avoir une clarté, une luminosité décuplée par rapport à l'arrière du pays. Les vents thermiques font que les nuages sont chassés. Le soleil se reflète également dans la mer, doit apporter d'autant plus de lumière. Exactement. Et ce qui participe à la maturité du Cabernet Sauvignon, du Merlot, qui sont en fait des cépages qui mûrissent en général assez tard, assez tardivement, comme le Sangiovese d'ailleurs. Et donc, Johan, je sais que tu aimes beaucoup le propriétaire de ces... Oui, c'est aussi une propriétaire familiale, hein, donc c'est la famille... Folonari, hein, donc avec papa Ambrogio et maintenant Giovanni Folonari qui le fait. Donc ça c'est toujours bien que ça reste familial. Ouais. C'est vraiment une famille italienne avec le padre familia qui est là, donc c'est toujours bien. Tu as eu l'occasion de les rencontrer? Oui, plusieurs fois. Donc c'est toujours chouette de regarder la passion pour des produits qu'on était en place. C'est une famille toscane typique, je veux dire, qui a toujours vécu dans le vin depuis plusieurs générations. Et ils sont propriétaires aussi de plusieurs domaines en Toscane. Aussi au Chianti, un peu de Chianti, voilà, beaucoup. Le Borgo, qui est un super produit aussi. Mais nous. bon, ils sont effectivement issus de la Toscane historique. Et puis, ils ont fait l'effort d'investir et de s'implanter aussi dans cette nouvelle génération de vignobles orientés sur le cépage français. Il y a aussi 3 appellations dans cette région, parce que vous avez AOP Bulgari Superiore, comme celui-ci, et vous avez le Bulgari Sassiskaya. Donc ça, c'est vraiment le top, top, que Jean-Christophe a dit, qui est aussi cher. Oui, voilà, c'est vrai qu'on est ici déjà sur des vins qui sont quand même d'une autre gamme de prix, d'un autre niveau. Ouais. L'anecdote est assez drôle parce qu'on en rit. Enfin, j'y suis allé avec le collègue de Johan il y a quelques années et on a rencontré un autre vigneron toscan célèbre avec qui on travaille. Il n'a pas de propriété en Bulgarie. Il n'a pas de propriété en Bulgarie. Il en a plusieurs dans la Toscane. Et on lui avait dit, tiens, Pier Giorgio, tu n'as pas de vigne en Bulgarie. Est-ce que tu ne comptes pas te diversifier parce que tu es dans la Chianti principale? Ah, non, Bulgarie, smoke in the eyes, c'est beaucoup de blabla, tu vois. Et donc, il avait cette je ne sais pas si c'est une rancœur, mais cette petite... jaloux, je pense. Petite jalousie de ne pas avoir trouvé ou encore implanté des vignes là. Parce qu'effectivement, il y a, quand tu es toscan dans l'âme et que tu te dis que tu dois te soumettre à la loi des cépages internationaux comme le Cabernet et le Merlot, c'est pas un pas qui est facile à franchir, quoi. Et donc là, Smoke in the Eye, c'était, c'est de l'Esbrouf, là, le Bulgari, et il y a d'autres appellations comme Maremma Toscana, qui est aussi une magnifique appellation, un peu plus au sud, mais aussi au niveau maritime, et qui donne des vins, malgré tout, on ne peut pas échapper, qui sont quand même d'une très très grande facture. On va goûter ça. On va goûter, on va sentir d'abord, parce que le nez est assez... Sentir et aussi regarder l'intention, c'est énorme. Belle intensité aromatique de couleur. Il y a une concentration ici. Et on est naturellement, c'était en fût. Alors il faut savoir que les Bulgari, Germain, et pour tous ceux qui nous écoutent, les Bulgari tout court doivent passer 9 mois en barrique. C'est dans la réglementation, c'est dans la cahier de charge. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que ce sont des vins qui ont une grosse structure et que le bois va un petit peu ménager et attendrir un petit peu cette charpente, cette structure. Ici, on a affaire à un Bulgari Superiore et lui exige un élevage de 19 mois.
Donc c'est forcément 18 mois, pardon, 2 fois 9. Donc ça veut dire qu'on a affaire forcément à un vin qui a de la densité et qui sait tenir aussi le bois pendant toute cette période. Et on est Cette obligation de respecter les 18 mois pour obtenir voilà. le Et statut donc, supérieur. Et comme Johan le dit, le bois a marqué l'élevage du vin et le marquera encore dans les prochaines années par ses arômes qui sont assez confits, assez puissants. Confit, liquoreux. Ouais, on a un peu de tout, hein. On a le fruit noir, le fruit rouge, mais aussi le tabac qui est présent, le chocolat noir, le vanille, un peu de coco. Voilà, Un peu de coco et aussi des épices frais, un peu mentholés. Donc et ça nous. Tu sais que ça laisse faisait penser à After Eiches, le petit c'est ça. chocolat Oui. mentholé. Ouais. Donc on est vraiment dans le registre de la confiserie, hein, depuis le début, quand tu entends tout ce que Johan cite, coco, caramel, praliné, after eight, c'est que dans la confiserie, hein, c'est assez particulier, c'est pas forcément... Ça promis, hein, pour le bouche. ouais. Et on est sur des bois français uniquement, en plus. Moi, j'avais l'impression, je me suis renseigné après, Johan, je me suis renseigné, ce sont des bois français. On avait l'impression qu'il y avait du bois américain, parce que c'était très suave. Ouais. Avec le petit style de coco qui est dedans. On a vraiment une bouche puissante, hein, on a quelque chose là. Mais c'est comme Jean-Christophe dit aussi, pas servi ce vin trop chaud. Allez, c'est bien de le faire un peu frais, 14-15 degrés, je pense que ça c'est idéal. La température de service a un impact énorme sur la dégustation. Quand on se retrouve face à ce vin, ou à des vins qui titrent, hein, vous l'avez vu aussi à la maison, qui titrent 15,5, quoi. Hein, donc on est quand même à la limite supérieure de ce qu'on peut imaginer avoir en termes d'alcool. Il faut le servir effectivement toujours un peu plus dans le frais, quoi. Moi, je peux imaginer sortir de cave, quand la cave est à 13, 14, 12 degrés. Une demi-heure après, il a quasiment la meilleure température. L'horreur, ce serait de le servir à 22, 24. Dans auquel cas, on se retrouverait avec un vin. Aussi l'alcool qui domine à ce moment, c'est ça, qui était trop présent. Voilà, il faut retenir, je pense que tout le monde doit pouvoir retenir à la maison que les vins costauds, riches et puissants doivent être servis un peu plus frais. Voilà, et à l'inverse, pour les blancs, c'est le contraire. L'Aïda, on devrait le servir un peu. Oui, c'est finalement pas toujours ce qu'on croit, alors que finalement, un vin rouge puissant peut être légèrement plus frais et peut apporter d'autres saveurs et nous permettre de découvrir vraiment le vin dans son entièreté. Ce qui est aussi particulier dans ce vin-là, c'est que c'est quand même une main de fer dans un gant de velours, quoi. On a la suavité de la confiserie, ces arômes sont souples et tendres, hein. Mais par contre, au niveau de la structure, il n'y a rien à faire, hein. Cet indice médocain ou bordelais est présent, hein. Présent, oui. Le merlot C'est est un aussi le cépage bois qui donne ça. Hein, donc, on commence à restructurer le tout, mais bon, on a affaire à des cépages comme, aussi bien le merlot, il ne faut pas l'oublier, que le cabernet sauvignon et cabernet franc, qui sont riches, qui ont des structures tanniques assez intéressantes. Et ici, voilà, c'est un produit, encore une fois, très gastronomique, qui est destiné à des palais qui sont, comme celui de Johan, des épicuriens, quoi. Hein. Quand on parle de gastronomie, alors dans ce cas-ci, ici, on a l'accord besoin idéal. Jolie pièce de viande pour moi, viande rouge, gibier, pot-à-feu, toutes des choses qui sont à ce moment, hein, donc qu'on mange maintenant. Un vin à déguster donc idéalement avec des plats d'hiver ou alors avec, comme tu dis, une bonne pièce de viande en grillade, D'agneau, quelque chose d'épicé, pourquoi pas quelque avec chose un agneau, c'est avec beaucoup de rosmarin dedans, de l'ail, Ouais. pas de problème. Ouais, ça. ici récemment, je me suis fait un cassoulet maison, tu vois, avec. Tu peux mettre aussi de l'agneau dans le cassoulet, viande d'agneau. Varie un peu tes viandes dans un cassoulet maison. Voilà, c'est le genre de produit qui devrait être très intéressant à marier avec ce type-là. Et ici, on a un 2018. Est-ce qu'on va là encore garder ou qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que ce vin a encore 5 ans devant lui. Hein. Ouais, je pense, parce que j'aime cette petite structure de tanin très serrée que j'ai en fin de bouche, peut-être grâce à la température, mais je me dis que ça va conserver le vin. Et puis les 15 degrés d'alcool aussi, c'est un conservateur. Donc,
Alors oui, il sera peut-être plus vite après à boire que le 16. On a vendu les 15, les 16, etc. Par le passé dans le catalogue. Peut-être que le millésime est un peu plus souple, mais il n'y a rien à faire. On a affaire à des cépages qui vont... Et ça ressent encore toujours un goût personnellement, naturellement. Ouais. Bien. Très bien, en tout cas, merci pour cette agréable découverte. Oui, mais voilà, je pense que c'est un beau trio. Ici, Baia al Vento, ça fait aussi référence à la baie des vents, hein, ou du vent. Hein. On parlait du terroir tout à l'heure, et ses influences maritimes. Le vent, et donc l'absence aussi de nuages, mais le vent en tant que tel est un élément salvateur pour la vigne. Hein. En général, le vent, des vents thermiques, en fait, puisqu'il y a des zones plus chaudes, plus froides en fonction de la journée. Donc les vents s'inversent. Bon, tous les navigateurs à voile le savent. Et ce vent qui fait partie de l'entité et de la personnalité du vin est retranscrit sur l'étiquette. Ces zones venteuses sont toujours garants d'une certaine maturité, mais aussi d'une certaine pureté. Je pense que globalement, ils sont très heureux d'avoir investi sur place parce que vous avez des produits qui restent sains très longtemps. Donc les pieds de vigne restent très sains. Et puis la maturité sanitaire des raisins en tant que telle au mois de septembre quand on récolte, elle doit être juste exceptionnelle. Quand on voit la difficulté qu'on peut avoir, par exemple, à Bordeaux, sur une façade atlantique où il y a de la pluie, une façade atlantique. On n'a pas non plus, hein, en étant proche de la mer, la pollution, le vent, forcément. Oui, voilà. Tout ça n'impacte pas les vignes. Hein. Non, pas du tout. Et donc voilà, c'est pour moi un vin qui a beaucoup de caractère. Alors oui, ça coûte une trentaine d'euros. Est-ce que c'est à mettre en comparaison avec un Pomerol Saint-Émilion? Sans doute, on n'a jamais fait l'exercice. Une idée de le faire on pourrait un webinaire pour comparer ces deux. Oui, et puis même à la maison, si vous êtes à la maison et que vous vous dites tiens, je voudrais voir si ça vaut le coup, c'est mettre à l'aveugle 2-3 vins que vous avez dans la cave qui ont ce genre d'épaule et ce genre de notoriété, et de les comparer, de voir est-ce que oui ou non on est dans le niveau attendu. Et si on le fait aveugle, c'est le vin qui parle et pas l'étiquette, hein, donc c'est aussi important. Très bien. Je vois que le temps file, malheureusement. Quand on passe un bon moment, ça passe toujours très vite. Je me permets juste de revenir alors sur une question qui a été posée tout à l'heure, pour revenir au vin suisse. Nathalie souhaite savoir combien de temps est-ce qu'elle peut conserver le vin. Encore moi, je pense encore 2 ans. Encore 2 ans. Ouais. Mais je conseille de le boire maintenant parce qu'il est, pour moi, 100% en équilibre. Très bien. L'équilibre est parfait. C'est vrai que si vous en achetez plusieurs et que vous n'avez pas toujours l'occasion d'en consommer, sur 2 années, il faut pouvoir compter sur 2 années. Ouais. Après, il n'y a rien de pire qu'un vin blanc qui soit oxydé, pardon, et qui finalement n'est plus l'âme de ce qu'il a été. Et voilà, il vaudrait mieux pas trop jouer avec le feu. Et voilà, moi je pense effectivement que 2-3 ans, c'est le maximum. Ouais. Après, on peut apprécier aussi des arômes d'évolution parce que le Traminer propose aussi ces notes un peu de curry, dans un vieillissement plus marqué. C'est appréciable aussi, ça restera gastronomique, mais alors en fonction des goûts, quoi. En fonction des goûts. On perdra un peu la complexité aromatique, en fait. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, ça dépend des goûts, en fait, hein, Germain. Il y a des gens qui aiment boire des vins un peu plus vieux, d'autres qui détestent ça parce que les arômes tertiaires, c'est pas leur truc. Oui, ça dépend aussi avec quel repas que tu le fais ou comment. Ouais, donc ça, c'est aussi important. Ouais. On a vraiment eu 3 vins d'excellente qualité, en tout cas, à déguster ce soir. 3 belles découvertes, je pense, comme pour tout le monde aussi à la maison. Peut-être un petit mot pour la fin, Johan? J'espère de découvrir encore beaucoup de nouveautés ou des vins comme le vin suisse pour moi, parce que c'est un de mes bébés, pour dire, ce sont des découvertes et ça me fait plaisir. Donc. On voit dans ton regard et dans la façon dont tu as de l'expliquer que tu es fier de partager je suis ces fier découvertes. de ça. Ouais. Tu me le disais même avant la session tout à l'heure, avant qu'on commence notre dégustation en ligne, que ce vin blanc était pour toi vraiment
C'est génial. la Ouais, perle du moment. Ben, quand on a des grands Bordeaux ou des grands Bourgognes, on était moins surprenant que c'était bon. Ici, c'était un vin que je ne connais pas. Je n'étais pas un grand spécialiste des vins suisses. Et quand tu découvres quelque chose, oh, Aïda, Suisse, 2015, et tu le goûtes et tu dis, oh, waouh! Et tu comparais ça avec des collègues, et aussi lui dit, oh, c'est bien ça. Ça, c'est les raisons pourquoi je suis acheteur. Voilà. L'amour du métier, en fait. L'amour du métier. Ah. Jean-Christophe? Ouais, l'amour du produit, hein, la passion, hein, en fait, qui nous anime tous là dans l'équipe, sans être pour autant des diplômés d'œnologie, etc., de facultés en particulier. On est tous, je pense, dans le groupe des grands passionnés quoi, de ce produit-là, quoi. Ouais, non, en ce qui me concerne, je défends bec et ongle l'assortiment qu'on a dans le catalogue. Je pense que ceux qui me connaissent le savent bien, parce que ça nous permet d'avoir un penchant complémentaire à ce que le consommateur trouve dans nos rayons. À l'image de Colruyt, c'est l'image d'une grande surface avec ses rotations, avec ses gros volumes. Et ici, le catalogue nous permet, nous, de jouer dans une autre cour, de s'amuser, de prendre notre pied. Pas qu'on ne le prenne pas sur le reste, hein, mais ici, voilà, comme Johan le disait, c'est ouvert à beaucoup plus de possibilités. Et voilà, cet assortiment, je l'adore parce que c'est l'assortiment qu'un caviste rêve d'avoir. Et ce catalogue est un assortiment de cavistes dans lequel on retrouve des petites perles. Et voilà, je trouve ça toujours très passionnant de voir que le groupe des acheteurs, j'y veille aussi à les pousser un petit peu, mais qu'ils veillent à toujours essayer de trouver des petites perles. On a d'ailleurs, Johan, un vin orange qu'on a fait rentrer là le mois passé, un vin orange. Qui aurait cru qu'un jour on rentre un style de vin là, parce que ça a été décrié pendant très longtemps. Mais je conseille à chacun qui nous regarde d'acheter une bouteille, de découvrir un vin orange qui a d'un niveau de qualité rarement. Voilà, c'est une petite parenthèse. Orange, tu peux donner. Oui, vin orange, ce sont des vins blancs. Donc c'est issu de raisins blancs qui sont vinifiés comme des vins rouges, c'est-à-dire que on travaille avec des macérations pelliculaires assez longues. Et donc, en fin de compte, les peaux des raisins blancs finissent par transférer quand même finalement un petit peu de couleur. Et ça donne un petit peu cette couleur orangée. Puis après, c'est élevé de manière à ce que cette couleur orange se développe un peu davantage, quoi. Et donc, ça a été quelque chose de traditionnel à une certaine époque, peut-être il y a un siècle d'ici. C'est tombé en désuétude, et puis c'est revenu un petit peu au goût du jour il y a une dizaine d'années, et ça a fait l'effet d'une bombe à Paris, parce que les Parisiens s'extasiaient devant des vins qui étaient un petit peu... Fashion, un peu tendance. un peu fashion, un peu parigo, comme on dit chez eux. Et finalement, pour arriver à des niveaux qui étaient en général pas très convaincants, c'était pas génial. Et puis au fur et à mesure, ici, on travaille avec Gérard Bertrand, qui est une figure de proue aussi dans le Languedoc, et qui nous a sorti un produit qui est totalement original. Et voilà. Donc c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que ce catalogue, je pense que la plupart d'entre vous à la maison le conçoivent aussi. On a un produit, enfin, on a un assortiment qui est très plaisant, et voilà, ça me fait plaisir de le défendre avec Johan aujourd'hui. Merci. Eh bien, en tout cas, merci à vous deux pour cet agréable moment. Je pense que tout le monde, toutes et tous qui ont suivi la session en live, ont apprécié ce moment, découvrir donc trois références de notre assortiment qui valent vraiment le détour. Quant à vous, je vous remercie donc pour votre participation, pour votre présence. Petit rappel, il y aura un QR code, voilà, je le vois apparaître à l'instant à l'écran, que je vous invite à scanner donc, à la fin de cette session pour commenter, donc, donner votre avis et partager votre expérience suite à cette dégustation en ligne des grands vins. Messieurs. Aussi, merci. Plus rien à dire. J'espère qu'à la maison, ils pourront profiter des 3 bouteilles ouvertes, peut-être à consommer directement ou pas. Mais le blanc et le rouge peuvent encore attendre samedi et dimanche pour être appréciés encore. Aucun problème de ça. Aucun problème pour ça. Eh bien, voilà. Juste le bouchon, le frigo, et puis c'est prêt pour la semaine. C'est sur ces bons conseils alors qu'on va prendre congé. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.